Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Ce matin, je reçois Sarah El Haïry, ancienne ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, et aujourd'hui commissaire à l'enfance. Mais avant d'ouvrir cette conversation, comme chaque semaine, je vous propose mon édito, et parce que l'enfance mérite qu'on s'y engage pleinement, je vous propose de nous engager pour elle. S'engager pour l'enfant, c'est d'abord accepter une évidence. Un enfant n'a pas de pouvoir, pas de tribune, pas de réseau, il n'a que nous. Jeudi dernier, c'était la journée mondiale de l'enfance, une journée instituée par les Nations Unies en 1954 et célébrée chaque 20 novembre, date anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. 70 ans plus tard, ces droits devraient être acquis, solides, indiscutables, non négociables. Ils ne le sont toujours pas. En France, chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les 3 minutes, un enfant subit un inceste, un viol ou une agression sexuelle. Un quart des violences intrafamiliales sur mineurs sont de nature sexuelle. Et dans les foyers où une femme est victime de violences conjugales, 143 000 enfants vivent dans la peur et l'insécurité. Dans le sport, c'est un enfant sur 7 qui subit une forme de violence. Les enfants en situation de handicap ont 3 fois plus de risques d'être victimes et le 119 a traité l'an dernier près de 49 000 situations d'enfants en danger ou en risque de l'être. Face à ces chiffres, on pourrait espérer une réponse claire, solide, protectrice. Mais la réalité dit autre chose. Des milliers d'enfants ne sont toujours pas crus. Et dans trop de dossiers, celles qui tentent de les protéger deviennent elles-mêmes des accusées. Des mères signalent, alertent, demandent de l'aide et se retrouvent parfois en garde à vue, parfois condamnées, parce qu'elles ont osé mettre leur enfant à l'abri. Certaines vont jusqu'à perdre l'autorité parentale conjointe pour non-représentation d'enfants, comme si protéger était une manipulation. Des enfants, tant que l'enquête n'est pas terminée, peuvent être confiés aux pères mis en cause ou placés à l'aide sociale à l'enfance, dont chacun connaît les déficiences, instabilité, manque de moyens, manque de suivi. Ce renversement où la protection maternelle est interprétée comme une faute est l'un des angles morts les plus violents de notre système. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre front est ouvert, celui du numérique et du harcèlement en ligne. Les conséquences sont profondes, 48% des enfants développent de l'anxiété, 44% perdent confiance en eux, 27% présentent des troubles du sommeil ou de l'alimentation, et dans les formes les plus graves, ils décrochent scolairement et présentent des symptômes dépressifs. Et ce qui vaut pour le harcèlement vaut aussi pour le pire. Sur les réseaux, les prédateurs avancent plus vite que nos institutions, avec les mêmes conséquences dévastatrices. Des enfants piégés, traqués, sexualisés, avant même que les adultes aient compris ce que leur arrivait. Et puis, dans l'espace public, une autre dérive s'installe. Restaurants adult only, café no kids, une culture du rejet qui transforme les enfants en nuisance. Et quand un enfant n'est pas visible, quand il n'est pas cru, il devient effectivement un dérangement. L'enfance doit être une priorité politique. S'engager pour l'enfance, ce n'est pas seulement protéger. C'est lui rendre sa place, sa voix, sa visibilité. C'est faire du 119 un réflexe. C'est exiger de la part des plateformes des obligations réelles. C'est s'assurer que toute personne au contact d'un enfant soit irréprochable. C'est renoncer, refuser, les renoncements, les angles morts, les lenteurs, les silences. L'enfance est un territoire fragile, nous sommes tous d'accord, nous devons tous être d'accord et unanimes sur cela. C'est un territoire que l'on doit défendre sans compromis et sans délai. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Sarah El Haïry, ancienne ministre de l'Enfance et actuelle commissaire à l'enfance. Bonjour Sarah. Bonjour. Je veux que vous soyez toujours ministre. Alors jeudi dernier, c'était la journée mondiale de l'enfance. Il faut rappeler qu'elle a été instituée par les Nations Unies en 1954. On la célèbre tous les 20 novembre. C'est une date anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pourtant, on va être d'accord, en 2025, les droits des enfants sont loin d'être garantis. Ils sont toujours théoriques, fragiles, relégués à d'autres priorités. Alors, ma première question, elle est plutôt simple. Comment explique-t-on en France aujourd'hui cet écart entre ces grands principes que nous célébrons chaque année et la réalité vécue par tant d'enfants? On voit que les défis, les dangers se démultiplient
partout, ils accélèrent. D'abord, sur les violences sexuelles. 70% de ces violences, elles sont à l'intérieur de la maison. Comment briser ces tabous? Comment briser ces silences? Alors même que certains diraient c'est de l'intime. Bien sûr que non. C'est de la responsabilité de chacun que d'alerter et de signaler. De ne pas faire comme si on n'avait pas vu, comme si ça ne nous concernait pas, ou si c'était finalement une gêne parce que c'était de la délation. C'est une responsabilité de protection. Et face malheureusement à ce tabou très profond de dire que ces violences sont faites par ceux qui doivent nous aimer, nous protéger, voire ceux qui sont censés nous éduquer et nous accompagner, je pense bien sûr au monde, malheureusement au drame qu'on a connu dans le monde scolaire, ceux de ces institutions qui ont brisé la plus grande des confiances, celles à qui on a transmis une partie du parcours de nos enfants et qui les ont brisés. Plus que jamais, ces défis, ces prédateurs accélèrent. Ils accélèrent et ça explose dans le monde, en France et ailleurs. Plus de 780 000 pédocriminels dans le monde, une explosion des contenus sur le web et des gens qui passent à l'acte. Et encore trop d'enfants qui ne sont pas crus, qui ne sont pas entendus, alors même qu'ils parlent. Ils parlent souvent. Et alors, vous voulez faire du 119 un réflexe citoyen. Face à cette situation que vous décrivez, vous dites, on doit avoir un réflexe citoyen, c'est celui qui est de composer le 117, comme on compose le 15 ou le 17 quand on a un sujet. Mais 64% des adultes déclarent encore aujourd'hui avoir du mal à identifier une situation de violence. Comment on fait pour créer un réflexe du 119 ? Écoutez les enfants, les regarder, oser, ne pas se dire finalement je dénonce. En réalité, le 119, c'est je protège. Quand tu es voisin, quand tu es témoin, quand tu es le parent d'un autre élève et que tu vois que ça ne va pas comment? Ça ne va pas quand le trouble du sommeil arrive, quand parfois sans raison un décrochage scolaire, quand on voit des enfants se refermer, quand on voit des enfants comme des petites fleurs commencer à se faner. Ce n'est pas normal, ce n'est pas anodin. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que oui, c'est un réflexe citoyen. Si on appelle, alors il y aura une enquête sociale. Alors il y a des professionnels qui vont regarder la situation, qui vont peut-être ouvrir une boîte de Pandore et qui vont peut-être faire que ces sévices s'arrêtent. Vous savez, l'horreur, c'est d'entendre des enfants témoigner d'années de silence. Et ces regards détournés sont des compromissions. Et c'est là où le combat pour l'enfance est en réalité une sorte de bouclier avec des maillons. Et ces maillons, nous en avons tous en réalité une part et une charge. Alors ces enquêtes sociales, c'est pas ça qui fait peur un peu, parce qu'on voit bien le phénomène des mères protectrices par exemple. En 2025, il y a encore des mères qui tentent de protéger leurs enfants, qui perdent l'autorité conjointe pour non-représentation d'enfants. Les enfants sont toujours confiés à des pères alors qu'il y a une enquête en cours. Justement là-dessus, il y a un député, Christian Baptiste, qui veut lancer une commission d'enquête parlementaire sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales. Moi, ce qui m'étonne, honnêtement, c'est que cette commission d'enquête n'ait pas déjà été mise en place. Parce que quand on reçoit autant de mamans qui racontent toutes la même chose... L'enfer. C'est l'enfer. Vous en pensez quoi, vous, de cette Moi, j'en ai rencontré beaucoup de ces mamans. Dans un désarroi assez monstrueux. Du fait de ma responsabilité, je ne connais pas le fond des dossiers et loin de moi l'idée de juger ou pas des décisions de justice parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais ce que je vois profondément, c'est qu'on ne peut pas se voir reprocher la volonté de protéger. Et donc face à ça, des avancées ont lieu. Moi, je pense en particulier à l'interdiction des violences éducatives ordinaires, 2019, quand vous aviez des parents qui battaient leurs enfants en expliquant que c'était pour les éduquer, pour enseigner. Eh bien non, maintenant ça tombe sous le coup de la loi. Quand on a reconnu l'enfant comme co-victime, quand vous voyez des enfants vivre dans des maisons où malheureusement c'est la maman qui prend les coups, qui prend les mots, qui prend les assiettes à la figure, il se passe quoi? Vous grandissez dans un cadre fait pour vous? Bien sûr que non. Et donc le statut de co-victime dans une situation de violence intrafamiliale est un élément protecteur. Et vous savez, mon espérance, elle est dans ce qu'est en train de faire Gérald Darmanin, en particulier sur l'ordonnance de sûreté pour les enfants. L'ordonnance de sûreté, très important. Vraiment, potentiellement, un grand moment de protection pour les enfants. Ça va se mettre en place ? Oui, c'est les travaux que porte aujourd'hui le ministère de la Justice sur l'impulsion du garde des Sceaux. Et j'y vois une chance, une opportunité de répondre plus vite, de mettre à l'abri plus vite et donc de protéger. Et cette commission d'enquête parlementaire sur le traitement judiciaire, vous agréez? Vous êtes d'accord avec ça? Moi, sincèrement, je crois qu'à chaque fois qu'on regardera, qu'on essaiera de comprendre, qu'on demandera aussi des comptes et que les parlementaires se saisiront des violences et donc des devoirs de protection que nous avons vis-à-vis des enfants, ce sera une avancée
pour leurs droits. Donc oui, c'est bienvenu et au contraire, j'y serais extrêmement attentive. Vous savez, la commission sur les violences dans le milieu scolaire a fait avancer les choses. La commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance a fait avancer des choses. Les travaux de la délégation des droits des enfants ont fait avancer des choses. Et donc bien sûr qu'on en a besoin, c'est précieux. Alors, depuis le 1er octobre 2025, l'obligation d'une attestation d'honorabilité pour tout professionnel ou bénévole intervenant dans la protection de l'enfance ou l'accueil du jeune enfant est entrée en vigueur sur tout le territoire, à l'exception, je ne sais pas pourquoi, du département du Rhône. Sur 342 000 attestations délivrées en un an, 1733 professionnels déjà en poste ont été identifiés comme prédateurs. Des personnes qui, en dépit de condamnations aussi graves que la détention d'images pédopornographiques, travaillaient avec des enfants. Comment cela était-il possible ? Comment cela est-il possible ? On en parle dans quelques instants. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, on s'engage pour l'enfance avec Sarah El Haïry, commissaire à l'enfance. Alors juste il y a quelques instants, nous parlions de l'obligation d'attestation d'honorabilité pour tout professionnel ou bénévole travaillant avec des enfants. Les premiers contrôles ont identifié 1773 personnes en poste comme présentant des risques sérieux. Comment cela a été possible et que se passe-t-il maintenant pour éviter que ces personnes ne se remploi ailleurs, hors du champ des radars? Et bien pour dire les choses telles qu'elles sont, enfin, bon sang, enfin. Quand on contrôle 340 000 situations et qu'on trouve presque 2000 personnes condamnées avec des interdictions d'être aux côtés des enfants, ça dit quoi ? Ça dit que dans le système, il y a des failles et que nous avions besoin de ce certificat d'honorabilité qui, d'une certaine manière, est plus protecteur. Pourquoi ? Parce que c'est à la personne de le produire, qu'elle soit en poste ou qu'elle souhaite candidater. Et que, quand ceux qui étaient en poste ont dû demander cette attestation d'honorabilité, eh bien, elle leur a été refusée. Et comment cette faille a-t-elle été possible ? Comment c'est possible que l'État ne se soit pas intéressé à ça ? Il y avait des contrôles, mais beaucoup trop aléatoires, beaucoup trop lents, beaucoup trop longs. La réalité, c'est que là où il y a des enfants, il y a des prédateurs. Là où il y a des enfants, il y a des gens qui leur font du mal parce qu'ils sont vulnérables. Et donc, la réponse doit être d'une fermeté totale. Donc là, on contrôle. Et la preuve, on en trouve. Et on en trouve beaucoup trop. Mais au-delà de ça, dès qu'on en attrape un qui n'a pas respecté ses obligations de se tenir à distance d'enfant, on saisit le procureur et on engage une nouvelle procédure de justice pour que sa condamnation, elle soit alourdie. Plus jamais. Et à vie. Alors les interdictions, pour le coup, c'est la justice qui tranche sur les durées, mais pour le coup, interdiction stricte et surtout peine alourdie. Pourquoi ? Pour leur dire que non, ce n'est pas un jeu. On ne va pas s'amuser à jouer au chat et à la souris, tu essayes, tu fraudes, tu tentes et tu recommences. Bien sûr que non. Aujourd'hui, grâce à ce contrôle d'honorabilité, on va contrôler l'ensemble des fichiers. Le B1, le B2, le B3. Avant, on ne présentait malheureusement parfois que le B3. Et surtout le FIJAIS, ce fameux fichier des infractions sexuelles et des actes violents. Et donc comme ça, d'abord dans la petite enfance, puis dans la protection de l'enfance, eh bien on va de plus en plus loin sur la zone de protection. Moi, j'espère que ce certificat d'honorabilité, eh bien les parlementaires vont s'en saisir et qu'ils vont élargir les secteurs qui ont l'obligation de le demander. Et aussi élargir l'opportunité de le demander de manière volontaire. Vous imaginez, moi je vois aussi énormément dans la petite enfance, eh bien, d'intervenants à nos domiciles, dans nos maisons. Et aujourd'hui, on peut leur demander en tant qu'employeur particulier le B3. Mais si on allait plus loin, si on le permettait, voilà des avancées très réelles pour dire à tous ces prédateurs sexuels en particulier, vous n'avez pas votre place auprès de nos enfants. On vous voit, on vous traque et on croit nos enfants. Alors, en quelques mois, 3 affaires ont révélé l'ampleur du problème sur les réseaux. Vous vous êtes exprimé sur ces sujets. Vous avez d'ailleurs pris des décisions qui sont... certaines ont été déjà mises en œuvre et certaines vont l'être. Les poupées pédopornographiques vendues sur chaîne, des profils sur Vinted qui publient des réseaux pornographiques sous couvert de vente, et puis Bounty aussi, le successeur du site Coco que vous avez immédiatement signalé. Chaque fois, on voit la même mécanique. Des plateformes capables d'héberger l'impensable, des procédures internes pour le moins opaques, et des réseaux qui se déplacent très très rapidement et qui agissent plus vite que les institutions. Alors, dans ce contexte, comment l'État peut réellement imposer une obligation de vigilance renforcée, assortie de sanctions lourdes, et se doit doter enfin de moyens techniques et internationaux pour suivre la mobilité ? Ah, mais pour la première fois, il y a une victoire.
pour la première fois, nous avons des victoires. Parce que, au-delà des réponses sur les plateformes, je pense bien sûr aux marketplaces, quel que soit leur nom, parce qu'en réalité, elles en ont toutes. Vous savez, ils investissent plus sur le contrôle contre et la lutte contre la contrefaçon des grandes marques que pour protéger nos enfants. Voilà la réalité. Il y a des outils technologiques pour le faire, bien sûr, mais surtout, faut pas se tromper, ils sont complices. Ils sont complices comme un hôtelier reçoit et accorde d'une certaine manière un lieu pour des violences sexuelles sur des enfants ou encore sur de la prostitution de mineurs. Et bien de la même manière, c'est un maillon de la chaîne. Pourquoi je vous dis qu'il y a des victoires ? C'est qu'aujourd'hui, moi je souhaite, et c'est ce que nous faisons, aller chercher celui qui a imaginé l'inimaginable, celui qui a fabriqué, pensé ces poupées pédocriminelles, parce que ça tombe sous le coup de la loi, et aller chercher l'acheteur, celui qui a à son domicile acheté, fait livrer des poupées pédocriminelles. Pourquoi ? Parce que 1 sur 2 va passer à l'acte. Va passer à l'acte physiquement sur un enfant. Et que, avant d'avoir ces sévices, eh bien moi je souhaite qu'on lance des contrôles. Et souvent, malheureusement, on en est aujourd'hui témoin, quand on trouve ces acheteurs et qu'on engage des procédures, on trouve sur leurs ordinateurs des images. Alors la première chose à faire, c'est demander à leurs enfants et à l'entourage s'ils vont bien. Et si personne ne se préoccupe de ces enfants au quotidien, alors oui, on se rappelle ce chiffre absolument glaçant. Toutes les 3 minutes, un enfant vit des violences et des sévices sexuels. Et 70% d'entre elles, c'est à la maison. Peut-être que ces mots sont encore trop durs à entendre, mais on parle bien de viol, on parle bien d'inceste, et donc d'une confiance détruite dans le foyer familial, le lieu le plus protecteur qui devrait être. Voilà la réalité. Et donc ces plateformes, aujourd'hui, on leur tord le bras. Aujourd'hui, oui, j'ai saisi la justice très vite. On a réussi à en faire fermer des marketplaces. On a saisi l'Arcom pour ceux qui exposent nos enfants à la pornographie. Et je vais vous dire, moi, la pornographie, c'est un sujet. Mais enfin, aujourd'hui, en termes de protection des enfants, c'est un danger. 1 enfant sur 2 est exposé à de la pornographie sans le vouloir. Ça veut dire qu'on lui pousse ces horreurs à la figure et que derrière, c'est des traumatismes. Et le pire, c'est que la moitié d'entre eux, de ceux qui sont exposés, nous disent, avec beaucoup de malaise quand même, que ça a troublé leur relation affective et amoureuse. Mais bien sûr et qu'ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants ? Non, la réponse et on sait est non. que 2 millions d'enfants consomment dès 10 ans près de 40 minutes de pornographie par mois. Alors vous avez convoqué l'ensemble de ces plateformes. Chaîne a accepté de collaborer avec les forces de police pour dénoncer, pour qu'on ait accès aux acheteurs. Qu'est-ce que vous allez leur demander à ces plateformes ? Écoutez, la saisine d'abord de la justice a été lancée parce que c'est la première et personne n'est au-dessus des lois, on va être très clair. Et aujourd'hui, oui, peut-être que la parole des enfants a été moins forte qu'à une époque. Aujourd'hui, moi, mon seul combat, mon seule obsession, c'est de la faire respecter. Et donc, ils devront rendre des comptes au sens judiciaire du terme de leurs failles. Mais on peut aller plus loin. Aller plus loin, c'est que demain, ils s'engagent à ouvrir leurs API. Vous savez, ces outils numériques qui permettent de pousser des objets. Ils les utilisent pour mieux vendre, plus vendre. Mais alors, à quel moment on considère que c'est important de le faire pour protéger ? Qu'ils utilisent de la modération, qu'ils utilisent de l'IA, ça va être les enjeux de prévention. On parle beaucoup trop malheureusement encore de soigner des plaies, des blessures que certains gardent à vie. Ils permettent à des prédateurs d'avoir accès à des horreurs. Ces poupées, après les prédateurs, vous savez ce qu'ils disent ? C'est qu'ils trouvent ça fade. Et que finalement le plastique, c'est moins bien qu'un enfant. C'est comme un fantasme. Quand on l'a résolu et quand on l'a traité et qu'on l'a mis en œuvre, on passe à autre chose. Alors, on voit, qu'est-ce qu'il faut penser de ces mouvements only, adultes, enfants non admis, Kidzone, ces établissements qui sous concept marketing, valorisés d'ailleurs comme premium, acceptent de moins en moins d'enfants. Et d'ailleurs, ce sont les familles les plus modestes qui sont touchées par cela. Vous avez lancé une plateforme, le choix des familles. Vous avez lancé un prix pour valoriser les lieux friendly, famille friendly. Vous nous racontez cette démarche ? Moi j'ai envie de dire stop. En fait, il y a un moment, basta, comme diraient mes parents. J'ai entendu ricaner, dire « Oh non mais franchement, est-ce que c'est un sujet ?» Mais bien sûr que c'est un sujet. Un enfant est un sujet de droit. C'est pas l'accessoire d'un adulte. Un enfant, il a pleinement ses droits et sa place. Et aujourd'hui, interdire l'accès à un enfant, quand ce n'est pas pour aller en discothèque, évidemment, ou aller dans un sex shop, encore une fois, je ne me bats pas pour ça, eh bien, ça tombe sous le coup de la loi. Et dans notre pays, on a l'impression que quand ça touche les enfants, c'est moins grave. Vous enlevez interdit aux enfants vous transformez enfant par n'importe quel mot, vous auriez la société entière qui s'offusque. Et là, d'un coup, vous avez un débat.
C'est un débat de société, on a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. Mais bien sûr que non, on n'a pas le droit d'être pour. Ça tombe sous le coup de la loi. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, qui m'inquiète presque plus, parce que ça, on réussira à avancer, c'est que ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de nos sociétés qui sont de moins en moins patientes. Elles n'ont plus envie de voir ces enfants. On a une société qui vieillit, qui pleure sa démographie, matin, midi et soir. Mais enfin, qui ne veut plus avoir d'enfants à proximité ? Eh ben non. C'est pas ça la promesse. Alors, il y a des réformes que vous avez portées, des chantiers que vous avez portés pendant des années. Et puis là, maintenant, les choses bougent, et tant mieux. L'adoption du congé de naissance, la revalorisation des financements pour les crèches, la réforme du complément de mode de garde. Il semblerait que la France ait enfin trouvé les moyens d'accompagner réellement les tout premiers pas de la vie. Pourquoi ça a été si long ? Vous savez, la politique de l'enfance, moi, mon obsession du quotidien, elle a deux moteurs. Le premier, c'est de protéger. Protéger parce qu'il y a plein de dangers et aujourd'hui le monde numérique c'est plein d'opportunités, plein de chances. J'ai eu la chance cette semaine d'aller chez Educatech, de voir tout ce que nous pouvons faire avec ces outils numériques pour nos enfants, comment les faire grandir et en même temps c'est plein de défis. Les défis des violences plurielles, la maltraitance, les violences éducatives ordinaires, les violences sexuelles, les violences dans la rue, des rues moins sûres pour nos enfants aussi, c'est ça la réalité. Et de l'autre côté, eh bien une politique universelle, celle qui va faire que les enfants, tous les enfants ont le droit de grandir avec des parents qui n'ont pas à se poser la question de est-ce que je vais avoir une solution de garde et d'accueil, est-ce que je vais avoir une crèche, est-ce que je vais avoir une assistante paternelle, comment je fais quand finalement mon congé maternité et celui paternité est terminé et que je dois revenir au travail. Et c'est là où votre émission, elle est essentielle. C'est l'engagement de tous, des employeurs avec le soutien à la parentalité, qui nie pas l'importance de finalement ce rôle de parent. La question des congés enfants malades, la question du congé, bien sûr, de naissance qui est allongé et mieux rémunéré. Parce que souvent, c'était évidemment le plus petit salaire qui s'arrêtait. Eh ben non, plus maintenant. C'est chacun des deux parents qui doit participer à ces 1000 premiers jours. C'est les clés de l'enfance qui ont vocation à donner des nouveaux outils aux parents face à plein de questions. C'est aussi dédramatiser le soutien à la parentalité et dire qu'on a tous le droit de demander de l'aide, de demander des informations fiables, parce que je trouve qu'il y a énormément d'injonctions. On te demande d'être maman ou papa comme si tu ne travaillais pas à temps plein. La pression également du travail, où on te demande d'être un collaborateur comme si tu n'avais pas d'enfant. Eh bien, on peut dire stop et on peut dire pour une fois, on va regarder les besoins de nos enfants, les accompagner, parce que c'est ça notre histoire. Merci Sarah El Haïry. Moi j'adore votre enthousiasme, votre détermination et j'espère que ce commissariat à l'enfance pourra enfin faire avancer réellement les choses. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie pour une nouvelle rencontre pour ceux et ceux qui feront bouger la société. Et je vous laisse tout de suite en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio.